Avez-vous des questions, rapidement? Si, il y en a une. Je voudrais faire un commentaire par rapport au profil atypique de l'alpha-fétoprotéine. Donc, comme c'est un marqueur qui est peu spécifique, donc vous avez évoqué pour les valeurs basses d'AFP le déficit congénital. Il faut savoir aussi que pour les valeurs hautes d'alpha-fétoprotéine, qui sont inexpliquées par échographie, vous pouvez avoir des formes familiales aussi qui sont bénignes et donc qu'il faut évoquer compte tenu que vous faites un dépistage et que vous avez des données, comment dirais-je, assez importantes. Donc il faut y penser. Il faut savoir également que les infections virales peuvent être source de ces profils atypiques. Mais là, je pense que les marqueurs, vous les faites d'emblée pour éliminer ces profils atypiques. Mais les formes de persistance héréditaire inexpliquées, qui sont dues à des mutations activatrices du gène de l'AFP, sont aussi également à évoquer parce qu'il a été décrit dans la littérature malheureusement des traitements chimiaux inadaptés pour ces formes familiales. Merci. Une autre question? Oui, là. Combien d'anomalies chromosomiques que vous n'avez pas dépistées? C'est bien là le problème, c'est qu'on ne peut pas évaluer justement les trisomies non dépistées puisque les retours spontanés des fiches de renseignement, des fiches d'issue de grossesse sont de 8%. Donc avec 8% de retours d'issue, il est impossible d'évaluer le nombre de trisomies non dépistées. Donc quand on les a, c'est vraiment par hasard ou que le médecin a fait l'effort de nous le déclarer quand même sur les bilans qu'on leur envoie, les tableaux qu'on leur envoie en fin d'année. Alors, je voudrais bien sûr insister sur les issues de grossesse, mais je pense que le rôle justement du réseau périnatalité, c'est de permettre qu'il y ait une facilitation dans la transmission des données entre les différents participants à ce dépistage. C'est vraiment fondamental. Je pense que le réseau a ce rôle à jouer et vraiment, ça serait important qu'il le fasse. Une dernière? Merci. Oui, bonjour, docteur Galandi, gynécologue. Donc, 2 petites remarques concernant les feuilles post-accouchement pour le retour. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de passer par les maternités, puisque nous avons 4 maternités en Guadeloupe. Forcément, les bébés suspects de trisomie sont répertoriés, donc il suffirait une fois par an de reprendre le listing et nous sommes tout à fait disposés à travailler avec vous. Ça, c'est la petite remarque. La deuxième remarque, c'est que pensez-vous de la révolution probablement en marche et qui probablement va secouer tout le dépistage actuel, de dépistage donc maternel de la trisomie 21 par la prise de sang fœtale. Elle a été présentée il y a 1 an au Congrès national à Paris. Le professeur Nizan est notamment un des pionniers en train de faire les démarches pour le faire rembourser, puisque c'est un test qui est coûteux. Mais il risque de révolutionner le dépistage de la trisomie 21. Nous sommes, médecins, confrontés déjà à des patientes qui nous le demandent. Que faire? Faut-il informer les patientes que ce test existe? Et donc, voilà les réflexions que je voulais poser. Alors, merci. Concernant le dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21, je laisserai donc le professeur Serge Romana en parler d'abord et ensuite, s'il le faut, on fera une discussion sur ce sujet. Voilà. Et concernant la première remarque, alors l'obtention des issues de grossesse, ça dépend des maternités, ça dépend des relations qu'on a avec les sages-femmes. Pour la maternité du CH de Basse-Terre, j'ai une sage-femme formidable qui me remplit tous mes tableaux. À Pointe-à-Pitre, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai même reçu une fois une patiente qui m'a écrit en me disant qu'elle a demandé à ce qu'on lui remplisse la fiche, mais on lui a dit que c'était pas la peine. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça dépend des maternités, évidemment, du bon vouloir des sages-femmes et des gynécos avec qui on a affaire.